Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission qui résume toute l'actualité autour du développement. Et d'ailleurs aujourd'hui le programme est assez chargé avec du nouveau dans l'API Twitter mais aussi quelques petites infos que j'avais oublié de vous donner autour de la conférence de Microsoft ou enfin un App Store tiers sur Android qui a, on va dire, un peu trop joué avec le feu. Mais bon, avant de commencer, je suis tombé, je pense, sur l'info la plus importante en tout cas de cette semaine, parce que si vous avez des MacBook Pro récents, vous avez désormais en fait un notch autour de la caméra. Il y a certaines applications qui essaient d'en tirer parti, mais je pense qu'aucune n'avait eu l'idée génialissime de celle-ci, c'est-à-dire accrocher des dés un peu comme sur les rétroviseurs des voitures. Alors en plus, cette appli elle est gratuite, donc quoi de mieux que de montrer en fait votre beaufitude, ou alors peut-être quelqu'un que vous connaissez et que vous aimeriez lui partager. Bon allez, en tout cas c'est cet outil, je vous invite à le télécharger, le lien il est comme d'habitude dans la description, et bon je vous propose qu'on avance quand même avec ce Dev Café du lundi. On commence tout d'abord par une très grosse faille chez GitLab car elle a un score CVSS de 10 sur une échelle de 10. Et il y a en effet quelques jours, GitLab 16 a été mise en ligne et il contient une vulnérabilité qui permet de lire des fichiers lorsqu'une pièce jointe existe dans un projet public imbriqué dans au moins 5 groupes. Alors comme toujours, c'est un cas de figure assez tiré par les cheveux, mais en tout cas si vous avez votre propre instance de GitLab, pensez surtout à faire cette mise à jour. Par contre, si vous êtes sur la version cloud, eh bien vous pouvez déjà avoir l'esprit tranquille. On poursuit un peu dans ces mauvaises nouvelles car une tendance de ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle les téléphones ou même les services dégoogliser, un peu comme je vous ai parlé de i/OS vendredi dernier. Et dans l'idée, ça consiste à ne pas avoir de lien avec Google, mais dans les faits avec Android, ça reste quand même assez compliqué. Mais j'imagine quand même que malgré tout, certains d'entre vous me pointeront peut-être du doigt F-Droid. Mais là je vous arrête tout de suite parce que je suis allé voir sur le nombre d'applications sur leur site et ça n'a absolument rien à voir avec le Google Play, car selon leurs infos, il y aurait 4900 applications contre un peu plus de 2 millions sur le Google Play, et dans l'idée en fait les boutiques de Samsung ou d'Amazon c'est aussi dans cette même mesure. C'est pour ça qu'il existe un store alternatif baptisé l'Aurora Store qui vient piquer sur le Google Play les applications sans toutefois avoir besoin du Google Play, et ils ont réussi à être particulièrement intelligents dans leur approche, car vu qu'en gros les APK ce sont des liens classiques à télécharger, on peut donc installer des applications du Google Play sans même avoir besoin de se connecter. Pour ça, ils ont créé une sorte de ferme de compte Google pour récupérer toutes les URL, et en fait l'Aurora Store c'est une sorte d'annuaire de liens totalement anonyme. Mais bien sûr, ça ne marche qu'avec les applications gratuites. En revanche, pour ce qui est des payantes, eh bien l'Aurora Store arrive à se débrouiller en permettant de se connecter avec son compte Google. En gros, c'est presque comme si vous aviez accès au Google Play, mais sans l'aspect tracking. Par contre, une limitation qui est assez logique, c'est que vous ne pouvez pas acheter de nouvelles applications. Mais malheureusement, tout le beau discours que je viens de vous tenir a un problème depuis quelques jours, car l'utilisation anonyme, ou c'est-à-dire sans compte Google, eh bien ça ne marche plus du tout. Et là-dessus, les développeurs d'Aurora ont communiqué quelques jours après, et je vous les traduis. C'est un peu malheureux, mais les comptes Aurora sont progressivement bloqués par Google, ce qui est logique puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Cependant, nous devons supprimer la connexion anonyme afin de sauvegarder notre compte. Et il conclut en disant être à la recherche d'une nouvelle solution. C'est donc un peu malheureux pour l'Aurora Store, mais d'un autre côté, en ne respectant pas les conditions d'utilisation du Google Play, comme qui dirait, c'est un tout petit peu normal que la sanction tombe. On continue sur le Google Play et je vais vous parler de tracking, mais ici c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle selon le côté où vous vous placez, car tout simplement il y a plus d'encarts de pub ou alors il y a des évolutions sur certains qui existent déjà. Et pour ça, le mois dernier, des encarts avaient fait leur apparition dans les résultats de la recherche, et désormais c'est plus une évolution qu'un nouvel encart, car j'imagine que vous avez déjà vu les recommandations personnalisées, qui en réalité c'est une simple liste de pubs. Mais jusqu'à présent, sur la forme, il ne s'agissait que d'une liste d'icônes. Et la forme a commencé à changer chez quelques utilisateurs, où il y a une bannière un peu plus complète désormais. Alors Google n'a pas communiqué là-dessus, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne nouvelle pour les annonceurs, et pas forcément pour les utilisateurs. Allez, on change de crèmerie pour aller chez Apple, où dès lundi prochain, c'est-à-dire le 5 juin, il y aura leur conférence annuelle pour les développeurs, la fameuse WWDC. Et comme chaque année, ils ont mis à jour l'application qui donne notamment accès aux vidéos et aux annonces, et je vous invite d'ailleurs à la télécharger, car il n'y a pas vraiment d'autres moyens pour voir les vidéos. Et elle est certes disponible sur iOS et iPadOS, mais surtout elle est aussi disponible sur macOS et l'Apple TV. Malheureusement, si vous n'avez rien qui est dans l'écosystème Apple, je suis désolé d'avance, mais comme on dit, il va falloir aller vous faire voir. Mais malgré tout, s'ils font comme les années précédentes, la keynote d'introduction elle sera aussi sur YouTube, mais c'est pas forcément là où il y a les annonces les plus intéressantes pour nous les développeurs. Et bon, si vous n'avez vraiment aucune autre solution, rassurez-vous, je m'occuperai d'essayer de tout vous résumer ça du mieux possible dans les épisodes de la semaine prochaine de Dev Café, et je sens d'avance que je vais avoir du boulot. Et juste avant de passer aux actus en bref, si toutefois vous utilisez AWS Amplify et plus particulièrement l'authentification, jusqu'à présent il fallait coder vous-même l'interface. Eh bien la bonne nouvelle c'est qu'Amazon pense à vous car ils fournissent depuis quelques jours des composants en SwiftUI pour iOS et du Jetpack Compose pour Android.
Ça gère pour vous si vous faites de la connexion par téléphone ou non, et bien sûr, comme toujours, ça peut vous faire gagner du temps, mais si vous avez besoin de quelque chose d'ultra personnalisé, forcément ce sera à vous à le faire à la main. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous connaissez la petite chanson, les liens ils sont dans la description. Allez, c'est l'heure de la pause, et voici les actus en bref. En France, à la fin décembre, la CNIL avait condamné Microsoft à payer une amende de 60 millions d'euros car elle avait obligé la société à bien permettre aux visiteurs de donner leur consentement pour les trackers publicitaires. Microsoft avait ainsi 3 mois sous peine d'une astreinte de 60 000 euros par jour, mais il n'y en aura pas eu besoin car Microsoft a bien répondu dans les délais impartis. On continue par notre cher tonton Musk qui a indiqué qu'il serait prêt à partager certains codes du système d'exploitation de Tesla en open source. Aucune date ni contenu n'est précisé pour le moment. Côté ChatGPT maintenant, un utilisateur sur Reddit a trouvé comment lui faire péter un plomb. Pour cela, il lui a demandé d'écrire autant que possible la lettre A. Après en avoir donné une bonne centaine, l'IA s'est mise à raconter n'importe quoi comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran. Et enfin on termine par du rocambolesque puisqu'en Inde un fonctionnaire qui se prenait en selfie à côté d'un barrage a laissé tomber son téléphone dedans. Justifiant qu'il y avait des données confidentielles, il a fait vider aux 2/3 le barrage, soit 2 millions de litres d'eau. Mais une fois le téléphone récupéré, il n'était plus opérationnel. Comme qui dirait, eh bien tout ça pour ça, et bon, la nature dans tout ça, bon, on reverra plus tard. On reprend et notre cher tonton Musk ne fait pas que de parler de Tesla aujourd'hui, mais aussi de Twitter. Et vu qu'on est dans une vidéo pour les développeurs, je vais forcément vous évoquer les API. Et d'une manière générale, depuis qu'elles ont été modifiées, de très nombreuses personnes se sont plaintes, notamment les chercheurs et les enseignants, pour qui les plans basiques ne suffisent pas et sont obligés d'utiliser les plans entreprises, mais ils sont tout simplement hors de prix parce que les budgets sont colossaux. Et juste pour petit rappel, l'API gratuite reste limitée à quelques tweets par mois et suffit généralement à des petits robots. Vient ensuite le plan payant à 100 $ par mois qui peut passer pour des petits usages, mais clairement pas pour des sociétés. Et ensuite, on tombait directement dans les plans Enterprise à 42 000 $ par mois, voire même plusieurs centaines de milliers en augmentant les quotas. Et la nouveauté, et d'ailleurs on ne sait pas si c'est face à la grogne ou aux ventes décevantes, mais Twitter vient de mettre en place un nouveau palier à 5 000 $ par mois qui permet de récupérer 1 million de tweets et de poster 300 000 messages par mois. D'ailleurs le compte Twitter ne s'y trompe pas parce que ce sont bien les startups qui sont visées ici. C'est donc une bonne nouvelle même si 5 000 $ c'est pas forcément donné pour des enseignants, à voir si ce palier sera suffisamment bien taillé parce que la marche elle reste quand même haute entre les 5 000 $ et les 42 000 $. On poursuit et vendredi vous avez été plusieurs à me faire remarquer que j'avais pas traité de la conférence de Microsoft, donc il me semblait que c'était quand même le cas, mais malgré tout j'ai trouvé 2 sujets dont tant que personne n'a parlé, et je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps car depuis Windows 11 il y a un design system qui est plus simple et agréable qu'auparavant qui s'appelle le Fluent. Et la V2 de ce design system a en effet été un peu présentée en mode ni vu ni connu pendant la build. L'idée c'est essentiellement d'ajouter plus de personnalisation tout en conservant la même identité, c'est d'ailleurs ce Fluent V2 qui a été utilisé dans la réécriture de l'application Teams. Mais si je vous résume les 6 nouveaux piliers, un système de couleurs plus cohérent, un système de jetons, des bords arrondis standardisés, une plus grande personnalisation, des conseils d'utilisation plus précis et enfin une prise en compte de l'accessibilité. D'ailleurs, fait intéressant, ce Fluent V2 est disponible sur Windows à travers WinUI, mais c'est aussi disponible dans une bibliothèque en React. Pour ce qui est d'iOS, il y a quelques composants qui ont été portés, mais il en reste encore beaucoup, et pour Android, il y a carrément rien du tout. Et finalement, c'est assez étonnant de voir qu'Android est si peu avancé quand on sait qu'il y a du Fluent sur les téléphones de Microsoft, vous savez, c'est les Surface Duo. De là à y voir un abandon des projets, je vous laisserai philosopher dessus. Et la deuxième annonce concernant la Microsoft Build, c'est sur le support des processeurs ARM dans Windows 11. Alors de mon côté, j'ai une box ARM et je peux vous confirmer qu'il y a vraiment du boulot, car mis à part faire du .NET MAUI et des techno-web, c'est vraiment ultra limité. Par exemple, le support de Dart, il est en semi-alpha et rien n'est disponible en Flutter, et clairement la transition, elle est bien plus difficile que celle d'Apple. Et à la conférence Build, ils ont indiqué plusieurs nouveautés que je vais vous lister. Déjà, le moteur de jeu Unity va arriver au mois de juin, Note 20 est aussi supporté nativement, tout comme l'installateur Wix, et il y a enfin également LLVM en version 12 qui est disponible pour compiler et cross-compiler depuis du ARM donc. Ce sera donc bien mieux, mais il y a encore du boulot, mais le fait qu'il commence à y avoir des ordinateurs Windows sur ARM, ça devrait quand même accélérer le processus. Voilà, pour le coup, je pense avoir vraiment fait le tour de ce que j'avais oublié de vous citer, mais si j'en ai encore oublié, eh bien surtout n'hésitez pas à me les signaler dans les commentaires. Et pour le dernier sujet du jour, on revient encore une fois sur PayPal, mais il faut dire qu'il reste un des plus gros gestionnaires de package. Alors certes, il est très loin de NPM avec ses plus de 2 millions, mais entre les langages qui ont plusieurs gestionnaires et ceux qui font moins, eh bien PayPal et ses 450 000, ils sont parmi les mieux classés. Et forcément ça amène plus facilement les projecteurs dessus, et typiquement la semaine dernière, le département de la justice américaine a demandé des informations sur des développeurs qui avaient publié des paquets.
Et plus précisément, 3 demandes de citation à comparaître pour 5 développeurs ont été reçues depuis le début de l'année. Et se sentant un peu pieds et poings liés, il semblerait que ce soit une première dans l'open source, car The Register dit que c'est monnaie courante pour des services comme GitHub, mais par exemple RubyGems n'a jamais rien reçu de tel. Mais si des efforts avaient déjà été faits dans le passé pour renforcer la sécurité, ils vont mettre en place tout un tas de mesures pour éviter de stocker des logs permettant de remonter jusqu'aux adresses IP. En gros, ils ne vont plus stocker des adresses IP. C'est donc une très bonne nouvelle pour la majeure partie des développeurs sur l'aspect anonymat, mais on sait en parallèle que c'est pas les failles qui manquent sur PayPal. On va donc espérer que la bonne volonté d'un côté, elle ne se transforme pas en catastrophe de l'autre. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir de ces actus de ce week-end. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu et vous connaissez désormais ma petite chanson. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en l'air ou encore de partager la vidéo. Et Kem, juste avant de s'arrêter, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une sorte d'archive où on pourrait retrouver facilement les liens des différents épisodes. Eh bien, j'ai mis en place un Notion où vous pouvez retrouver à peu près tous les épisodes de DevCafé. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé un Notion, c'est qu'il y a une recherche qui est relativement intéressante et qui est d'ailleurs assez performante. J'espère en tout cas que ça vous plaira, et pour ce qui est du lien, c'est ultra simple, c'est tout simplement devcafé.fr/archive, archive d'ailleurs avec un S. Et voilà donc pour ce dernier petit message, et il me reste désormais plus qu'à vous donner rendez-vous comme d'habitude, demain, même heure et même endroit, et je vous souhaite donc une très très belle journée à toutes et tous.